Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurane, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous recevons Adrien Klent et c'est peu dire qu'on vous conseille la lecture de Paresse pour tous et La vie est à nous, ces deux derniers romans. Résolument optimistes, ils décrivent un futur souhaitable et possible où l'action politique se repense et fonctionne en collectif. Dans ce diptyque, sous forme d'utopie réaliste, qui se passe entre les années 2020 et 2025, le romancier nous mène d'abord dans une rocambolesque et revigorante campagne électorale, puis dans les plus hautes sphères du pouvoir, incarné par un président nouveau, de par son parcours et ses idées. Il s'appelle Émilien Long. Les prérequis de notre société vont voler en éclats, pour le meilleur, soyez-en sûrs. On le savait déjà un peu, et c'est le privilège de côtoyer les livres au quotidien, la littérature a le pouvoir de changer le monde. C'est la joie du roman, comme le dit lui-même Adrien Klent dans l'entretien à venir. À votre tour, auditeurs et auditrices, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode des Éclaireurs de Dialogue. On y va. Bonjour Adrien Klent. Merci de votre présence à notre micro des Éclaireurs de Dialogue. Vous êtes notamment l'auteur de La vie est à nous, un prolongement heureux de votre précédent roman Paresse pour tous, sorti en 2021, et tous deux parus aux éditions Le Tripode. Donc dans Paresse pour tous, on rencontre Émilien Long, économiste, lauréat d'un prix Nobel, qui écrit un livre événement, Le droit à la paresse au XXIe siècle. Le succès est immédiat, qui le mène à se présenter aux élections présidentielles de 2022. Le sujet au cœur de son projet politique, une redéfinition de la place du travail. 15 heures par semaine, 3 heures par jour. Dans La vie est à nous, paf, Émilien Long est président de la République et on entre dans les coulisses de l'exercice du pouvoir. Donc de vous, on peut lire Et qu'advienne le chaos, La grande panne, Paresse pour tous, puis aujourd'hui La vie est à nous. C'est votre 4e roman, sous le nom d'Adrien Klent, un pseudonyme. Sauriez-vous nous expliquer à quel moment l'écriture est entrée dans votre vie et peut-être aussi nous dire quelques mots sur ce choix d'un pseudonyme, car c'est vrai que c'est un tout petit peu intriguant. L'écriture est entrée dans ma vie très jeune, je pense, quand j'étais adolescent. J'étais évidemment un immense lecteur. Et j'adorais tellement ça que je me suis mis à écrire assez logiquement, vers 15-16 ans, j'imagine. Quand on devient un peu plus adulte, on se pose la question de savoir si on va continuer, pas continuer. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai fait ma vie beaucoup autour du livre, alors sous mon vrai nom, où j'ai mené des aventures, on va dire éditoriales, monter des revues, des choses comme ça. Et puis, sous ce nom d'Adrien Klent, vous avez cité mon premier roman qui s'appelle Et qu'advienne le chaos, donc qui est sorti en 2010, donc ça fait déjà quand même 13 ans maintenant. Voilà, j'avais envie de renouer avec une littérature que moi j'aimais beaucoup lire quand j'étais adolescent. Justement, j'aimais bien lire la grande littérature, les grands écrivains et tout. Et j'aimais bien lire une littérature qui manie une espèce de plaisir de la narration, de tension en fait dans le récit, et en même temps avec des récits un peu aventureux, mais documentés en fait, souvent nourris justement de réel, bien charpentés en fait, bien faits. Voilà, il y a 1000 et 1000 façons d'écrire des romans, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup ces romans où on peut conjuguer une forme de plaisir dans la lecture et une forme d'intelligence dans ce qu'on peut recevoir en fait en tant que lecteur. Je prends un exemple qui parlera peut-être à certains qui nous écoutent, c'est un peu daté maintenant, mais c'était un duo d'auteurs, Dominique Lapierre et Larry Collins, qui ont fait une série de romans dans les années 60, 70, 80, dont un qui s'appelait Fortitude, un qui s'appelait La Cité de la Joie, qui est assez connu. Bon, voilà, moi j'aimais beaucoup lire ces livres parce que voilà, on sent, en effet, c'est très très documenté et en même temps c'est très plaisant. Donc on apprend beaucoup de choses et en même temps c'est très plaisant parce que l'histoire est très bien menée. Et c'est vrai que voilà, en tant qu'écrivain, j'avais assez envie d'essayer de chercher à faire des choses de ce type-là. Et alors, contre toute attente, le premier que j'ai fait, qu'advienne le chaos, c'est un livre qui est un livre de science-fiction. Il y a toute une partie de science-fiction, mais en même temps qui se fonde sur des éléments scientifiques réels, notamment sur l'iridologie, la biométrie liée à la question de l'iris. Donc par exemple, j'ai lu beaucoup de choses sur la biométrie, des choses comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à développer ce type d'écriture et donc j'ai continué quelques années après avec La Grande Panne qui là est un récit, déjà un récit politique mais un récit qui a un peu une espèce de miroir inverse de Paresse pour tous. C'est une vision assez pessimiste on va dire de ce que c'est que la politique, un peu cynique, un peu désabusée et en même temps j'ai essayé de rendre assez drôle. Donc on est dans les coulisses d'un gouvernement qui s'exile en fait sur une petite île bretonne, l'île de Sein, parce qu'il y a une grande panne d'électricité, comme son nom l'indique. La France est entièrement, tout le continent est entièrement privé d'électricité. Le gouvernement s'installe le temps de la panne sur cette île et donc on est un petit peu dans
dans les coulisses des prises de décision politiques et en même temps dans le récit de ce que c'est que la vie de la France, d'une France qui est complètement à l'arrêt. Et donc la chose un peu drôle, c'est qu'évidemment ce livre est sorti en 2016, il y a un petit moment, et en fait il a été redécouvert au moment du confinement, parce que même si c'était évidemment pas la même histoire, parce que moi c'était plutôt une grande panne, et les gens n'étaient pas enfermés chez eux, mais c'est vrai que ça mettait en scène un pays complètement à l'arrêt, et donc voilà, moi j'avais joué sur ce code-là, donc il y avait évidemment quelque chose d'un peu prémonitoire. Et puis ensuite, donc voilà, je suis arrivé à ce diptyque dont on va parler maintenant, qui là, porte aussi un projet, on va dire, politique affirmé. Alors justement, quand vous parliez des lectures qui vous ont un peu porté quand vous étiez jeune, il y a un auteur qui écrit « J'écris pour que le lecteur, quand il referme le livre ou même avant s'il le lâche, en sorte transformé, énergétiquement plus habité, intellectuellement remué, éveillé, énervé peut-être. Et surtout, j'écris pour qu'il ait un peu plus envie de vivre en sortant de mes livres qu'il l'était en y entrant. » Donc ce sont les mots d'Alain Damasio. Et je ne sais pas si vous adhérez peu ou prou à ces propos. Si, bien sûr, je trouve ça très juste. D'ailleurs, je trouve que Damasio est un auteur très intéressant, justement, y compris dans l'articulation qu'il mène. Alors c'est très différent de mes livres, et en même temps, il y a certainement un substrat commun, on va dire, dans l'envie de remuer les consciences et de faire réfléchir sur le monde. Mais justement, je trouve très intéressant la façon dont lui, il va utiliser plutôt la science-fiction et une démarche, on va dire, un peu de réécriture, en fait, de ce que sont nos sociétés de façon très, très différente, mais finalement, moi aussi. Par ailleurs, voilà, je souscris à tout ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a cette envie justement de ne pas écrire du roman juste qui soit de l'ordre du divertissement, parce que dans un sens c'est trop facile, c'est-à-dire qu'en fait divertir les gens, déjà en effet ça me semble relativement facile, disons qu'il suffit d'appliquer un certain nombre de recettes qui sont maintenant assez connues, enfin je veux dire il y a des manuels pour écrire le parfait petit scénario, le parfait petit roman feel good, etc. Par ailleurs, voilà, le divertissement, il est partout. Moi, j'ai pas envie de faire du divertissement, mais j'ai envie, en revanche, d'être capable, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être capable de raconter une histoire où, à la fois, en effet, on soit un peu pris en tant que lecteur, qu'on soit absorbé par le récit et qu'on ait envie, en effet, d'aller au bout du livre, et en même temps que, justement, on en ressorte assez transformé, à la fois sur soi-même et sur les questions qu'on se posait pas, d'ailleurs, sur toute une série d'enjeux sociaux et politiques. Donc dans Paresse pour tous et dans La vie est à nous, vous usez d'un genre littéraire qui pourrait être appelé l'utopie réaliste. Pour vous, l'utopie que vous mettez en scène a-t-elle une portée politique ? Et est-ce la liberté en tant que romancier qui vous a séduit dans ce genre littéraire ? Alors oui, je dirais justement quand vous avez bien dit, justement, moi je qualifie toujours ces livres, les deux d'ailleurs, d'utopie réaliste, c'est-à-dire que je ne veux pas donner le sentiment que c'est une pure utopie, c'est-à-dire qu'en gros c'est dire ah là là, si seulement le monde était comme ça. C'est aussi l'idée de dire essayons de réfléchir à la possibilité que le monde devienne comme ça. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer un monde désirable mais dont on sait qu'il n'adviendra jamais, mais aussi de pousser les gens à souhaiter justement que ce monde advienne. Un des modèles de Paresse pour tous, paradoxalement, c'est pas du tout un roman, c'est une bande dessinée qui s'appelle L'An 01, une bande dessinée de GB, qui est toujours disponible, qui a été rééditée à l'association, à la maison de bande dessinée indépendante. L'An 01, c'est également un film qui a été fait aussi avec GB au scénario et avec plusieurs réalisateurs, dont Jacques Doyon, à l'époque, était tout jeune. L'An 01, c'est l'idée qu'on repart tout à zéro, on arrête tout, en fait. Le slogan de la bande dessinée, c'est « on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste ». Et en fait, cette remise en question de l'ensemble de la société, c'est quelque chose qu'il a aussi chez GB, il essaye d'être très concret. Qu'est-ce que ça veut dire ? On arrête les machines, le temps de réfléchir, puis après il faudra peut-être en redémarrer certaines parce qu'on en aura besoin. On jette les clés parce qu'on arrête, on veut sortir de cet enfermement dans lequel on est, donc on arrête de fermer nos portes à clés, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont posées. C'est même pas linéaire, hein, c'est des planches en fait. Il publiait ça en épisodes dans différentes revues de bandes dessinées politiques des années 70 et au tout début des années 70. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un livre très inspirant, justement parce qu'il avait une dimension utile en fait, pas simplement un autre monde est possible, mais il est très loin de nous. Non, en fait, et dans la bande dessinée, dans le film, il met en scène des gens comme nous, qui nous ressemblent, en fait, notre monde. Et puis, en fait, tout d'un coup, justement, ils ont fait ce choix radical de se décaler et de rentrer dans quelque chose de complètement neuf. Et c'est vrai que, du coup, le projet à l'origine de Paresse pour tous, donc c'est un projet qu'on a au début développé à deux avec
Alessandra Caretti, on s'est dit ça serait vachement intéressant en fait de se poser une question aujourd'hui de ce que serait qu'une utopie d'aujourd'hui, quoi. On était là, on se disait mais finalement c'est quoi l'utopie aujourd'hui? En pensant à l'an 0, on se dit mais en fait par rapport à l'an 0, qu'est-ce qui serait aujourd'hui le cœur, on va dire, qu'est-ce qui serait le cœur d'une réflexion sur on change tout. Et en effet, on s'est dit, finalement, c'est vraiment le travail, en fait. C'est le travail qui est au cœur de nos vies, qui occupe énormément de temps, en fait. Et si on se réinterrogeait sur la question du temps. Pourquoi je dis on se réinterrogeait? Parce qu'en fait, en réalité, ça fait très très longtemps qu'on interroge le fait qu'on travaille beaucoup, on travaille trop. Et donc, en effet, on avait cette idée de départ de se dire, finalement, on pourrait faire une bande dessinée qui serait, non pas du tout le l'an 01, mais qui serait une remise au goût du jour du droit à la paresse de Paul Lafargue. Et donc, on a suivi... donc là, je reste juste sur la question de la forme, on reviendra sur le fond après, mais on a suivi tout un fil comme ça à essayer d'imaginer, donc à réfléchir à un économiste qui allait porter cette thématique et qui pourrait ensuite la porter d'un point de vue, on va dire, électoral, après l'avoir portée dans le débat médiatique. Et donc, il se présente à une élection présidentielle, etc. Et donc, on a un petit peu avancé avec l'idée d'écrire un scénario de bande dessinée. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de matériaux, finalement, justement théoriques, sur cet enjeu-là, qu'on s'est dit qu'on n'aurait pas assez de place dans une bande dessinée pour développer tout ce qu'on voulait développer. Donc, Alessandra m'a dit, écoute, prends le sujet et fais-en un roman, parce que là, tu auras la place pour tout écrire. Donc, du coup, j'ai repris j'allais dire mon bâton de pèlerin, mais plutôt mon stylo de romancier ou mon clavier, puisque j'écris à l'ordinateur. Et en effet, j'ai repris cette histoire et j'en ai fait un roman où les enjeux théoriques sont très présents et en même temps un roman qui fonctionne selon les codes justement du roman, comme je vous le disais, presque d'aventure, parce que c'est une aventure qu'on va suivre, c'est celle de ce personnage qui va se retrouver propulsé justement dans apporter en fait ce discours de la réduction du temps de travail et de l'amener jusqu'à une élection présidentielle. Et donc en effet, la façon dont ce livre traite la question de l'utopie, c'est de dire voilà, je veux être hyper carré et rigoureux, moi, dans ma façon de poser les enjeux, que ce soit économiques, sociaux, etc. Et donc en fait, le livre est très très documenté pour cette raison, parce que justement, je ne veux pas, peut-être qu'on a souffert, mais on a vu passer devant nous pour les gens qui ont comme moi, qui approchent de la cinquantaine, on a vu quand même beaucoup d'utopies un peu fumeuses, on va dire, un peu, beaucoup de belles paroles, mais pas forcément de choses très concrètes derrière. Et moi aussi, par tempérament, je pense, je suis un garçon assez rigoureux, donc je trouve assez intéressant de rendre l'utopie rigoureuse et donc de chercher à comment la nourrir de façon à ce que le lecteur se dise mais oui, en fait, il y a quelque chose de vrai et c'est pas simplement un fantasme, c'est pas simplement un rêve, c'est pas simplement encore une fois un futur désirable, en fait, c'est un futur proche si ensemble, collectivement, on se met à porter ce discours-là. Alors vous évoquiez justement ce double mouvement dans votre roman, parce que vos récits, on les lit à la fois par appétit réel de suivre les aventures de vos personnages, parce qu'ils résonnent aussi avec la société actuelle, et aussi parce que donc, vos récits sont étayés par des théories sur le travail, l'écologie, la surconsommation, le numérique. La galerie de personnages qui entoure Émilien Long porte ces sujets vraiment en experte et en expert. Et là, j'aimerais que vous nous fassiez un peu rentrer dans votre atelier d'écrivain. Comment on compose avec ces deux voix finalement que offrent vos romans? Alors, c'est en effet un double travail quand je travaille sur les romans, sur les deux, parce que c'est les mêmes techniques là, d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai à la fois une série de thèmes en fait, dont j'ai envie de parler. Dans le premier, évidemment, il y a la question du temps de travail, mais derrière, tout ce que ça met en branle, donc vous avez très bien cité... que ce soit le numérique, le rapport à la consommation, l'écologie, etc. Donc ces thèmes-là, en fait, moi, j'ai besoin de me nourrir, donc je lis énormément. Je raisonne presque comme un candidat, justement, quand j'écris Paris pour tous, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais un programme électoral et que je devais, alors tout seul, puisque moi, je n'ai pas cette équipe d'experts, mais en fait, j'ai plus de temps aussi. Et puis surtout, je fais de la fiction, donc j'ai moins besoin d'espace. Enfin, je veux dire, je vais pouvoir résumer les choses. Je liste, en fait, toutes les choses que j'ai envie de défendre d'un point de vue politique, que mon personnage va défendre. Et puis, je lis, donc je nourris, en fait, je prends des notes vraiment de façon presque un peu scolaire, quoi, pour avoir on va dire, du matériel technique. Et par ailleurs, en effet, il faut que je construise un récit qui, là, nonobstant en fait tous les enjeux théoriques, qui est qu'est-ce qui arrive à mes personnages, pourquoi. En l'occurrence, le premier, Paris pour tous, c'est presque facile, puisque c'est une campagne électorale. Donc une campagne électorale,
voilà, c'est assez balisé. Surtout s'agissant d'un candidat qui sort de nulle part, en fait, au début, il est de nulle part. Donc, en effet, je le prends comme un économiste. Voilà, il a eu le prix Nobel quelques années plus tôt. Il est installé à Marseille parce qu'avant, il était prof aux États-Unis, mais il est revenu en France. Il est parent séparé, donc il a ses enfants en garde alternée. Et donc, il se trouve que sa famille a la chance d'avoir un petit cabanon à Sormiou, qui est une calanque à côté de Marseille, dans lequel il est installé pendant le confinement. Bon, ça, c'est mon point de départ. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, il a ce projet d'écrire un essai sur le thème du travail. Et puis, en fait, cet essai va avoir un gros succès médiatique. Ce livre va marcher, en fait. Et donc, du coup, il va lancer cette thématique de la presse. Et puis ensuite, il va être poussé. Donc, par qui il va être poussé? Donc, il faut qu'il ait un entourage. Donc, j'imagine qu'il a une grande sœur. Il a évidemment une éditrice puisqu'il est essayiste. Il a un vieux pote et tout ça. Bon, et tous ensemble, en fait, ce groupe va le pousser. Et puis ensuite, je me dis il faut qu'il ait une équipe. Donc, j'invente en fait des gens. Et là, c'est à la fois la joie et comment dire, le bonheur que j'ai moi en tant que romancier. C'est-à-dire que ça me vient un peu tout seul. Les personnages s'imposent très vite comme ça. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps pour réfléchir. Ils sont là très présents. Voilà, je leur donne des prénoms et puis petit à petit, alors je me souviens très bien, pour Paris pour tous, j'avais une grande feuille en papier sous mon ordinateur dans lequel j'avais noté un peu la constellation de tous les personnages, parce qu'en effet, j'en avais beaucoup. Et il fallait que moi-même, je me souvienne de qui faisait quoi autour d'Émilien. Il y a aussi donc des opposants politiques, il y a une journaliste, etc. Enfin, donc voilà, j'avais toute ma constellation. Et donc, je me référais, quand j'écrivais le livre, je me disais, il y a un tel, il y a un tel. En général, je fais un plan pour le début du livre, c'est-à-dire que ça va se construire comme ça. Puis à peu près, quand j'arrive au milieu, quand je sens que je suis à peu près au milieu du livre dans mon plan, j'en ai marre de travailler sur le plan, donc je me mets à l'écrire à partir du plan en me disant j'irai bien une fois que je suis lancé, quoi. Et là, en l'occurrence, le problème qui s'est passé sur Paris pour tous, c'est que j'avançais, j'étais tellement passionné par ce que j'écrivais, le livre était énorme, et donc comme je vous disais, je suivais le fil de la campagne électorale, mais qui durait 2 ans. Donc, parce que le livre commence au moment du premier confinement au printemps 2020 et on va jusqu'au printemps 2022, l'élection présidentielle. Et donc là, tous les coups, je me suis rendu compte que j'étais arrivé, j'avais fait que 1 an, j'avais fait de 2020 à 2021. Et je me suis dit, mais le livre, il est énorme. Et j'ai fait que la moitié, quoi. Donc je me suis dit, non, il faut que je trouve un truc. Et donc là, là encore, c'est la joie du roman, c'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on veut. Je me dis, je vais faire une ellipse d'1 an. Boum, on est 1 an après. Et donc, la campagne a continué pendant 1 an. Je vais vous la résumer en quelques pages. Et en fait, ça tombe bien parce que maintenant, c'est bientôt l'élection. Bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire le côté à la fois pas sérieux et en même temps très malléable, en fait. Parce qu'un roman, c'est un organisme souple, vivant. On fait un peu ce qu'on veut. Voilà, du moment qu'on respecte justement le lecteur et l'histoire, en fait, tout se met à peu près bien en place. C'est vrai que j'ai ce double mouvement, mais qui généralement se nourrit en cours de route. Pour La vie est à nous, c'est pareil, j'avais donc d'autres thématiques. Il y a la question de l'internationalisation, il y a la question d'une réforme constitutionnelle. Donc là, en effet, je lis les comptes rendus des assemblées générales de l'ONU, je lis des textes de constitutionnalistes. Donc c'est vrai que voilà, je passe quand même beaucoup de temps et je pense que ça se sent dans le roman parce que je digère quelque chose et j'essaie de le rendre au lecteur. Et après, voilà, il faut trouver des astuces narratives. Alors, pour intégrer ce contenu dans Paresse, j'ai carrément mis des bouts en fait de l'essai qu'avait écrit Émilien, qui sont des petits morceaux au milieu du roman, ce qui permet au lecteur de rentrer justement dans la théorie pure. Et en même temps, du coup, ça permet ensuite, quand on ferme ce chapitre-là, de comprendre voilà, ce que Émilien a écrit, pourquoi est-ce que les gens le commentent, etc. Et dans le deuxième, j'ai fait un peu différemment parce que je voulais pas refaire le coup du livre dans le livre. Donc en effet, il faut trouver des astuces narratives avec des personnages qui commentent des choses, expliquent des choses pour que le lecteur se sente, encore une fois, nourri, on va dire, de théorie. Mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté utopie réaliste, c'est-à-dire qu'en effet, pour moi, c'est très important que le lecteur se sente en confiance quelque part dans sa lecture, c'est-à-dire qu'il sente que j'ai travaillé sérieusement pour lui faire lire en fait toutes les idées que je propose. Et donc en effet, je pense que il y a une croyance plus forte possible pour le lecteur justement dans le projet que je porte si c'est nourri. D'abord parce que je suis loin d'être le seul à le porter, parce que justement, voilà, le fait de commenter, d'ailleurs je mets aussi à la fin des 2 livres, je mets beaucoup de références bibliographiques pour dire au lecteur, regardez, il y a plein d'autres livres, et c'est important de savoir qu'en fait, toutes ces thématiques, je ne suis pas tout seul à les avoir inventées, au contraire, on est nombreux à les partager, et c'est vrai que je pense que la particularité de mes livres, c'est que je le réintroduis dans le roman, au lieu de faire un énième essai, on va dire, sur ces sujets-là.
Et preuve peut-être s'il le fallait que pour vous, roman n'est pas mensonge, c'est le personnage d'Émilien Long, qui pour moi dans La vie est à nous, est particulièrement humain dans le sens où il est en proie au doute, au questionnement. Donc rappelons que dans Paroisse pour tous, il portait l'idée de repenser la place du travail. Dans La vie est à nous, il souhaite un peu repenser la place du souverain élu, de l'homme providentiel. Et donc on sent qu'il est vraiment en questionnement constant tout au long du roman. Et je voulais vous demander si ces nuances, ces contradictions, ça vous a semblé important de les mettre en scène et aussi pour répondre peut-être à cette histoire de réalité et de véracité. Oui, tout à fait. En fait, c'était déjà ça dans le premier. On s'en rend moins compte ou peut-être qu'on a un peu oublié, mais dans Paresse pour tous, il passait son temps lui-même à se dire mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Qu'est-ce que je fais là? Mais je ne suis pas un homme politique. Du coup, quand parfois il subissait la violence justement des autres, il disait mais enfin c'est vraiment hyper dur une campagne électorale, on s'en prend plein la gueule. Et pourquoi est-ce que je fais ça? D'autant qu'au début il pense que ça va servir à rien. Il pense pas que ça va aller loin. Donc plusieurs fois il a envie d'arrêter. Dans le deuxième, en effet, c'est très différent parce que là pour le coup il est vraiment dans une position de monarque et donc il est travaillé par cette angoisse de se faire bouffer en fait par cette place de président qui a quelque chose de terrifiant, y compris malgré lui. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve justement propulsé tout en haut d'une espèce de pyramide que lui essaye de récuser. Donc, par exemple, il va se forcer à toujours dire « nous » plutôt que « je » pour essayer justement de ne pas personnaliser le pouvoir. Et il refuse parce qu'il y a un chef à l'Élysée, donc il refuse qu'on fasse des repas juste pour lui, mais simplement qu'il y ait une cantine comme dans n'importe quelle grande entreprise où tout le monde va venir manger la même chose, etc. Pour moi, en fait, c'était très important. J'essaye de me mettre à sa place, tout simplement, de me dire, mais en fait, puisque je porte l'idée d'un candidat qui n'est pas, on va dire, construit dans sa tête comme un homme politique qui a envie de pouvoir et qui a envie de réussir à aller le plus haut possible, il faut que tout au long de son histoire, de sa vie, en fait, il soit en permanence concentré et concerné par les risques en fait de ce qui lui arrive. Dans le premier, je me souviens aussi, il est très vigilant justement à porter encore un discours collectif, alors qu'il sait bien qu'en même temps c'est lui qui est la figure ultime, puisque c'est lui pour qui on va voter. Mais il fait très attention justement à intégrer toujours son équipe, là encore à beaucoup utiliser le nous. Et évidemment, une fois qu'il est élu, à rester dans cette position de se dire mais en fait je ne suis pas l'homme providentiel, je ne suis pas le petit roi qui a été élu, puisqu'en réalité c'est vrai que le système politique français souffre de cette tare-là, c'est-à-dire que quel que soit l'individu, et là en l'occurrence dans mes romans l'individu est le plus, on va dire le meilleur possible, le meilleur qu'on pourrait avoir, disons, en termes justement d'humilité, de distance par rapport à la fonction. Mais malgré tout, en effet, la place réelle, technique, en fait, d'un président de la République, elle est très, très proche de la place d'un roi. Donc c'est vrai que je trouvais vachement intéressant qu'il soit travaillé et que du coup, tout le livre soit aussi nourri de ce propre doute qui est le sien en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et d'ailleurs, est-ce que je suis si nécessaire que ça? Qu'est-ce que j'apporte? Et je pense que ça le rend humain, mais parce qu'en fait, en réalité, c'est un être humain. On va rencontrer un certain nombre d'hommes politiques, et beaucoup d'hommes politiques qui sont presque comme des robots, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté totalement leur sensibilité, parce qu'en fait, c'est une vie, je pense, où il faut être que dans un mouvement ascendant, dans un mouvement de conquête de quelque chose, justement, d'électeurs, d'une place, etc. Donc c'est très difficile de s'écouter vraiment. Justement, je pense que moi, j'avais envie que mon personnage ne soit pas un robot politique, mais bien un être humain qui se retrouve jeté dans le bain de la politique, et donc de montrer que ça serait possible, justement, qu'on ait des vrais êtres humains avec leurs doutes, leurs failles, leurs interrogations, et qui ne soient pas, et j'essaie aussi de le mettre en scène comme ça, qu'ils ne soient pas juste dans un désir de pouvoir et d'écrasement des autres, en fait, mais simplement de faire leur travail, que on voit bien que c'est possible de faire son travail, même quand on est responsable d'une équipe, on peut le faire de façon tout à fait attentive et bienveillante aux gens avec qui on travaille, ou alors on peut le faire de façon un tout petit peu dictatoriale et tyrannique. Voilà, et en fait, ça sera la même chose. En réalité, ça ne sera pas la même chose, mais je veux dire, techniquement, on aura le même résultat avec quelqu'un en haut et d'autres personnes en bas. Donc c'est à l'être humain de remettre en question, on va dire, les présupposés de la place où il se trouve. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important. C'était dans le premier et c'était dans le deuxième, mais vous avez tout à fait raison de dire que dans le deuxième, on sent plus, parce qu'encore une fois, il a une place qui n'est plus la même, parce que maintenant, il est président. Adrien Klent, dans La vie est à nous, écrit « Charles de Gaulle et l'auteur de la Constitution, Michel Debré, avaient néanmoins prévu un espace de discussion, supposant que le référendum serait un outil de dialogue direct avec le peuple français. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela, etc. » Malheureusement, le même Charles de Gaulle avait, en 1969, brutalement transformé le sens du référendum. Si le peuple français dit non à un projet présidentiel, alors cela veut dire que le président est rejeté.
et dès lors il doit démissionner. Cette coutume, référendum perdu égale démission, s'est imposée ensuite, ce qui, de manière tout à fait logique, a démotivé les présidents suivants à proposer au peuple de se prononcer. Je ne vais pas jouer ma place sur la question de l'interdiction de la chasse le dimanche. Or, c'est idiot. Le président devrait pouvoir demander son avis au peuple sur n'importe quel sujet sans que le reste de sa politique soit impacté par la réponse donnée lors du référendum. Et symétriquement, évidemment, le fameux référendum d'initiative populaire, question posée par le peuple pour le peuple, devrait pouvoir s'exercer sans, là encore, que nécessairement la place du président soit en jeu. En somme, en abolissant la monarchie mentale française et en donnant mieux la parole au peuple, toute la vie politique française changerait. On n'aurait plus des responsables politiques aux égos gonflés du désir d'arriver au pouvoir, plus de commentaires journalistiques ou citoyens centrés sur les gens plutôt que sur les idées, plus de parades autocentrées, plus de névroses mégalomaniaques. On pourrait retrouver l'idée que la politique, c'est de la réflexion et de l'action. Dans ces quelques phrases, Adrien Klent explique comment le concept même de référendum, dispositif électoral qui permet aux personnes qui dirigent d'interroger de manière directe le peuple, a été dévoyé jusqu'au point où les élus et le président de la République en particulier refusent de l'utiliser. Je lui ai alors demandé s'il souhaitait dans son diptyque redorer l'image de l'action politique, faire que l'on y croit un peu plus quoi. On l'écoute. Dans les deux livres, mon but, c'est de réenchanter non pas la politique comme on la connaît, mais la notion même de politique, c'est-à-dire cette idée qu'on est une cité, en fait, nous tous, et qu'on dialogue les uns avec les autres, et qu'on doit réfléchir ensemble, et on doit produire ensemble des idées. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un tout petit peu perdu pour mille et une raisons, et dont une raison importante, c'est justement ce principe de la démocratie représentative, où en gros, on remet en fait les idées en jeu tous les 5 ans. Il y a une offre qui est très limitée, il faut quand même le dire, une offre d'idées qui va s'incarner chez un certain nombre de candidats. Puis en fait, en réalité, ça va se resserrer tellement qu'à la fin, on n'aura même plus vraiment l'impression qu'on choisit quelque chose, mais plutôt qu'éventuellement on vote pour ne pas avoir ce qu'on ne voudrait pas, ce qui est quand même un tout petit peu dommage, quoi. Donc on ne pourra pas, juste par une décision un tout petit peu violente, dire il faut être absolument pour, absolument contre. Ce qu'il faut, c'est créer justement un dialogue. Je cite dans La vie est à nous une phrase très belle de Bruno Latour qui disait mais en fait, il faut arriver à faire dialoguer une végane avec un chasseur. En fait, oui, c'est ça dont on a besoin. En fait, c'est d'accepter qu'on est différents les uns des autres, on n'est pas monolithique, on n'a pas une seule vision très simple à porter. En revanche, on veut se sentir tous ensemble embarqués dans un projet commun. Enfin, on voudrait, en tout cas moi je voudrais, qui est la possibilité d'un projet commun dans lequel, en effet, on ne va pas forcément être d'accord avec tout, mais en revanche, on aura la possibilité de parler de tout et de réfléchir à tout. Et c'est vrai que dans ces deux livres, je mets, je pense, vraiment cette question de la réflexion commune et de l'idée qu'en fait la société c'est autre chose que simplement d'un côté les citoyens et de l'autre côté des décideurs, quoi. En fait ça c'est pas possible, on voit bien que ça c'est épuisant, ça n'aboutit qu'à un sentiment de frustration pour le peuple qui finit par du coup manifester sa mauvaise humeur dans des conditions de tension qui de toute façon ne sont pas très productives d'un point de vue d'intelligence collective. Donc il faut qu'on trouve d'autres façons de faire, et c'est vrai que moi alors je suis romancier, je suis pas homme politique, donc par le biais du roman j'essaye de poser et de porter la possibilité d'une réflexion et d'une autre façon aussi d'envisager les choses, parce que je pense qu'on se ferme parfois, on se dit ah non ça c'est pas possible, ainsi de suite, et donc on renonce à beaucoup de choses, et justement par le biais de romans on peut rouvrir en fait des portes. Dans Paresse pour tous, dès les premières pages, Émilien Long se questionne sur sa place dans la société. Quelle était-elle? Quelle forme devait-elle prendre? Où est-on plus utile? Au fond, au fil de la vie est à nous, il ne se défait pas de ce questionnement. À travers ce personnage, est-ce plus généralement une question que vous souhaitiez que nous, lecteurs et lectrices, on se pose? Et avez-vous trouvé une place, vous, qui vous paraît juste, en écrivant des livres notamment? Alors, je pense qu'en effet, c'est une question que j'ai envie de poser. J'ai toujours, je pense d'ailleurs, posé aux gens, avant même d'écrire des livres, j'ai toujours dit aux gens, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Et je pense que c'est important parfois de casser les murs un peu, transparents, mais parfois très épais, qu'on s'est bâti tout seul, en fait, un peu malgré soi, au cours de la vie, ou même très tôt, trop tôt, etc. Donc c'est vrai que ça a toujours été une thématique centrale chez moi, que j'ai abordée de mille et mille façons, et là, de cette façon-là. Sur moi, y répondre, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas,
Je me pose toujours la question. Je pense que ces livres, en effet, disons que c'était la première fois que j'avais un livre qui avait un tel écho, que je sentais que les lecteurs, il se passait quelque chose d'important pour eux et tout ça. Donc en effet, à ce moment-là, on se dit, bah oui, en fait, il y a quand même une utilité à ça, et donc ça valait le coup, et donc c'est chouette, et donc j'ai trouvé cette place-là. Maintenant, par exemple, justement, j'ai souvent fait des rencontres comme ça, où à la fin, les gens me disent, mais en fait, pourquoi vous ne portez pas ce discours politiquement, et ainsi de suite. Alors parfois, je m'interroge, je me dis, mais est-ce que je devrais porter ce discours politiquement au-delà d'un livre? Je me dis, mais non, je suis quand même un écrivain, je suis pas capable, justement, comme Émilien, de sacrifier tout pour porter ce projet. Mais est-ce que je devrais et tout ça? Donc la question reste ouverte. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on se la pose tous individuellement. Et moi, je pense que j'ai, pour moi, pas plus de réponses que pour les autres. Mais en tout cas, mon rôle et mon but, c'est d'essayer d'aider les gens à se poser la question. Et après, la réponse, ça, c'est autre chose. Trois conseils de lecture maintenant qui prônent l'optimisme. C'est bien tout ce dont on a besoin, vous ne pensez pas? Adrien Klent lui-même revient sur l'an 01 de GB, la BD qui a été à l'origine de Paresse pour tous et La vie est à nous. En fait, je me souviens que dans la préface de l'an 01, il y a c'est Jean-Christophe Menu qui à l'époque est le responsable éditorial de l'association. Quand je dis à l'époque, c'est qu'il a été réédité en 2001 pour faire un petit clin d'œil sur l'an 01. Donc ça fait maintenant 22 ans. Et il dit, il y a dans l'an 01, il y a tout ce qui manque aux révolutions en général, à savoir de l'humour et de la poésie. Et je trouve ça très juste, en fait. Le livre de GB, c'est un livre qui arrive à être un livre à la fois politique, mais dans lequel il y a de l'humour et de la poésie. Et c'est tellement rare, en fait, qu'il y ait ces trois éléments que pour moi, c'est un peu miraculeux. Donc c'est vrai que c'est vraiment un livre que j'ai envie de faire connaître. Il y a quelque chose de particulièrement incroyable d'être capable de faire réfléchir en faisant à la fois rire et en mettant un peu de beauté, quoi, dans les pages. Et c'est vrai que voilà, c'est un livre dont je pense qu'il faudrait vraiment qu'il soit dans toutes les bibliothèques. En tout cas, tous les gens qui ont aimé Paresse pour tous doivent lire l'an 01 parce que je pense qu'ils verront vraiment le lien et la façon dont tout ça se répond. Et voilà, c'est cette idée qu'on peut se projeter dans un monde qui sera meilleur que le nôtre. Je pense que c'est quelque chose d'important. Là, on est dans une période un peu difficile, voilà, un peu sombre, un peu pessimiste en fait depuis un certain temps. Je crois que c'est important justement de garder espoir. Et c'est vrai que les livres, en général, nous permettent, pas tous évidemment, mais certains nous permettent de garder espoir dans l'idée que les choses pourraient aller dans le bon sens et non pas dans le mauvais sens. Donc voilà, l'an 01, pour moi, ça a été fondateur et donc je pense que ça l'est encore maintenant et que ça le sera toujours tant qu'on n'aura pas enfin fait ce fameux pas de côté qui réclame pour essayer de réfléchir plus intelligemment que ce qu'on fait dans cette course effrénée qui est notre vie actuelle. Pour Jean, libraire fraîchement arrivé à la librairie Dialogue, l'optimisme jaillit quand il replonge dans l'innocence joyeuse de l'enfance grâce à la lecture de l'iconique BD Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Si l'utopie est bien cette description d'un monde imaginaire idéal, alors le comic strip Calvin et Hobbes de Bill Watterson en est le parangon. Pendant 10 ans, de 1985 à 1995, l'auteur a croqué dans des petites vignettes, dans des petites scénettes journalières, le quotidien d'un gamin espiègle de 6 ans et de son tigre en peluche, dans le cadre idéal d'une bourgade du Middle West américain. Calvin, élevé par ses deux parents dans la douceur d'un foyer très middle class, fait preuve d'une imagination sans bornes. Hobbes, le tigre, son complice, qu'il est le seul à voir non comme une peluche mais comme un vrai tigre, se fait le partenaire idéal de toutes ses créations. Watterson nous décrit un monde immuable, pré-nouvelle technologie, peu perméable au bouleversement du monde, où seul compte le jeu et l'imagination. Une vie rythmée par le cycle des saisons, qui épouse de fait celui du lecteur américain de l'époque, qui le découvrait chaque jour dans son journal. Il nous décrit un monde idéal qui est celui d'une enfance toujours renouvelée, où les drames sont toujours minuscules et ne durent que quelques cases. Relire Calvin et Hobbes, c'est se replonger par la magie du dessin dans le monde merveilleux de l'enfance et de sa nostalgie. La magie de la lecture nous fait redevenir des gamins en culottes courtes, capables d'être tour à tour dinosaures ou aventuriers spatials. Calvin et Hobbes, c'est se plonger dans la seule vraie utopie, celle de la lecture et de sa joie.
Michael, libraire au rayon sciences humaines, vous propose la lecture de La vie ouvrière de Simone Veil, ou comment un groupe de femmes agit par la grève pour changer ses conditions de travail difficiles. Je vais vous parler de Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, et surtout d'un livre en particulier qui s'appelle La condition ouvrière, puisque cette philosophe mystique, un peu illuminée même, mais tellement engagée, tellement impressionnante par son engagement et son implication dans tout ce qu'elle fait, décide d'aller à l'usine, non pas pour parler des ouvrières, mais pour être ouvrière elle-même et découvrir ce que c'est que la vie à l'usine. Et là, elle va découvrir quelque chose d'extraordinaire, que sont les grèves de 1936, et participer avec ces ouvrières aux grèves de 1936, et elle raconte à quel point c'est une libération, ces grèves, parce qu'on voit ces femmes qui sont dans un lieu de souffrance, d'un lieu de répression, puisqu'il ne faut pas rêver, en plus à l'époque, en 1936, les femmes sont encore moins bien traitées que les hommes dans les usines. Et là, on voit ces femmes qui se réapproprient l'outil de travail, qui en font un lieu de vie, de joie. Elles dansent, elles s'amusent, elles rient. Simone Veil est avec elles. Et on voit aussi naître cet esprit un peu de sororité entre toutes ces femmes-là. Et c'est extraordinaire de voir aussi comme le travail peut être un lieu d'épanouissement qui passera plus tard par d'autres façons d'appréhender le temps de travail, et on va venir à un autre sujet, puisque là on revient un petit peu en arrière avec Lafargue et le droit à la paresse, mais on va voir que c'est un sujet qui rejoint cette volonté d'épanouissement au travail, puisque comme le décrit très bien Adrien Klein, tout ça sont des références qu'on trouve dans Paresse pour tous d'Adrien Klein, puisqu'il s'appuie sur tous ces textes pour montrer que le travail peut et doit aussi être un lieu d'épanouissement, en plus d'être un lieu où socialement on existe. Je crois que c'est important de relire des textes comme celui de Simone Veil, La condition ouvrière, pour se rendre compte de ce qu'a été la vie de ces femmes et comment aussi elles peuvent être heureuses dans un lieu de travail. Ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue est terminé. Un grand merci à Adrien Klein et à nos deux libraires, Jean et Michael. Si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le noter et le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper. Tous les livres cités sont répertoriés en description. À bientôt et belle lecture d'ici là.